La pluie martelait les pavés de la rue comme des coups de poignard. Et Alexandre, trempé jusqu'aux os, fixait la porte massive de cette maison qui avait été son refuge. Son enfer? Son tout. Il avait fui ces murs 3 ans plus tôt. Chassé par les mots acérés de son père qui hurlait anormal et honte. Mais ce soir-là, sous le ciel plombé de Paris, il se tenait là. Un simple colis dans les mains. Le cœur battant à rompre. Prêt à franchir le seuil pour la première fois depuis que le monde l'avait dépossédé de tout. Derrière cette porte, il le savait, battait encore le pouls d'une vie volée. Et avec elle, l'ombre d'un amour qu'il n'avait jamais pu avouer pleinement. Alexandre avait 22 ans maintenant. Mais les cicatrices de ses 19 ans le hantaient encore comme des fantômes insidieux. Fils unique d'une famille bourgeoise du 16e arrondissement. Il avait grandi entre les dorures des salons haussmanniens et les silences oppressants d'un père banquier. Obsédé par l'apparence. Et d'une mère. Fragile comme une porcelaine craquelée. Qui préférait fermer les yeux sur les tempêtes familiales. Paris. Avec ses boulevards larges et ses lumières éternelles. Avait été son cocon doré jusqu'à ce fatidique dîner d'été. Où un baiser volé avec un camarade de lycée avait été surpris par les domestiques. Les cris avaient suivi. Les accusations. Les portes claquées. Tu n'es plus mon fils. Avait tonné son père. Les veines saillantes sur son front ridé. Et ainsi, en une nuit, Alexandre avait perdu son nom. Sa chambre aux lambris de bois sombre. Et la maison qui portait les échos de son enfance. Errant dans les rues humides du Marais, il avait atterri dans un petit appartement miteux du 20e arrondissement. Partagé avec des inconnus qui changeaient comme les saisons. Les premiers mois furent un cauchemar de survie, job précaire dans des cafés bondés. Nuit blanche à fixer le plafond craquelé. Et un vide au creux de la poitrine qui le rongeait comme une faim insatiable. Il se rappelait ces matins où, en se regardant dans le miroir fêlé, il se murmurait « tu et toi ». Et c'est assez. Mais les doutes revenaient. Lancinants. Portés par les vents froids de la Seine. C'est alors qu'il avait trouvé refuge dans les rues. En tant que livreur à vélo pour une application anonyme. Pédalant à travers la ville. Il livrait des repas chauds à des inconnus. Des fleurs fanées à des amoureux éphémères. Et parfois, des secrets emballés dans du papier craft. Ce métier, ingrat et éreintant, lui offrait une illusion de liberté, le vent dans les cheveux. Les klaxons comme une symphonie chaotique. Et l'anonymat d'un fantôme urbain qui glissait entre les fissures de la société. Mais ce soir-là, le 27 octobre, sous un ciel qui pleurait pour lui, le destin avait décidé de le confronter à son passé. Le colis dans ses mains était adressé à Madame Héloïse Moreau. Au 17 rue de Passy, l'adresse gravée dans sa chair comme une marque au fer rouge. Il avait hésité. Les doigts tremblants sur l'interphone. Se demandant si c'était un piège cruel du hasard ou une invitation masquée du sort. Livraison pour vous? Avait-il murmuré d'une voix rauque quand la porte s'était ouverte. Et là, face à lui, se tenait sa mère. Vieillie de 10 ans en 3. Les cheveux grisonnants noués en un chignon lâche. Les yeux rougis par des larmes qu'elle ne versait plus depuis longtemps. Alex. Mon garçon. Avait-elle soufflé. Et le monde s'était effondré en un instant. Libérant un torrent d'émotions qu'il avait cru enfoui à jamais. Héloïse l'avait attiré à l'intérieur sans un mot de plus. Refermant la porte sur la pluie comme on sait l'impact. La maison n'avait pas changé, les tapis persans usés par les pas invisibles. Le cristal du lustre qui teintait doucement sous le souffle du vent.
Et l'odeur persistante de lavande et de vieux livres qui imprégnaient l'air. Mais quelque chose clochait. Une absence palpable. Comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Ton père est parti. Murmura-t-elle enfin. S'effondrant dans un fauteuil crapaud. Les mains jointes comme en prière. Parti pour toujours. Il y a 6 mois. Un infarctus. Au bureau. Il n'a pas eu le temps de dire adieu. Alexandre sentit un vertige le saisir. Un mélange de colère et de libération qui le fit chanceler. Parti. Le mot résonnait comme une délivrance. Mais il creusait aussi un vide plus profond. Celui d'un pardon qui n'aurait jamais lieu. Ils parlèrent tard dans la nuit. Autour d'une table basse jonchée de photos jaunies. Héloïse raconta comment. Après son départ. La maison s'était transformée en mausolée, son père, rongé par la culpabilité qu'il refusait d'admettre, avait sombré dans l'alcool, vendant des bibelots de famille pour payer ses dettes de jeu. La banque avait saisi la propriété, la volant à la famille dans une enchère impitoyable. Mais Héloïse, avec l'aide d'un vieil ami notaire, avait racheté la maison en secret, la sauvant des griffes des promoteurs immobiliers. C'était pour toi, avoua-t-elle, les larmes coulant enfin. Je savais que tu reviendrais un jour. Cette maison est tienne, Alex. Elle l'a toujours été. Ces mots, prononcés dans le silence feutré du salon, étaient un baume sur une plaie ouverte. Mais il ravivait aussi les braises d'un feu qu'il croyait éteint, l'amour qu'il portait à cette ville. À cette vie. Et surtout, à l'homme qui avait illuminé ses nuits solitaires. Car au milieu de cette tempête intérieure, il y avait Julien. Julien Duval. 24 ans. Un artiste aux cheveux châtains en bataille et aux tatouages qui dansaient sur sa peau comme des poèmes vivants. Originaire de Lyon mais adopté par les ruelles bohèmes de Montmartre. Ils s'étaient rencontrés 6 mois plus tôt. Lors d'une livraison sous un pont de la Seine. Où Julien peignait un graffiti géant célébrant l'amour libre. Tu portes le poids du monde sur ton vélo, avait-il dit en riant, essuyant une tache de peinture bleue sur sa joue. Ce soir-là, autour d'un vin chaud volé à un marché nocturne, Alexandre s'était ouvert pour la première fois, racontant son exil forcé. Ses doutes, ses peurs. Julien l'avait écouté sans juger. Ses yeux bruns comme des puits de compréhension. Et quand leurs lèvres s'étaient enfin touchées, c'était comme si Paris entière s'illuminait d'un feu d'artifice intérieur. Leur romance avait été un tourbillon, promenade main dans la main le long des quais. Nuit passée à dessiner des rêves sur des carnets partagés. Et ces moments volés où Julien murmurait « Tu es beau dans ta vulnérabilité » contre son oreille. Mais Alexandre, hanté par son passé, avait toujours gardé une distance. Craignant que l'amour ne soit qu'un mirage fragile, prêt à s'évaporer au premier orage. Je ne mérite pas ça, se répétait-il. Même quand Julien le serrait fort, son corps chaud comme un rempart contre le froid du monde. Et maintenant, de retour dans cette maison volée, avec sa mère qui le regardait comme si elle le redécouvrait, Alexandre se demanda si le destin lui offrait une seconde chance. Ou si c'était une nouvelle épreuve. Plus cruelle encore. Les jours suivants furent un mélange enivrant de retrouvailles et de révélations. Héloïse, libérée du joug de son mari, s'ouvrait comme une fleur longtemps étouffée. Elle confia à Alexandre les lettres qu'elle avait écrites pendant son absence. Des missives jamais envoyées. Remplies de regrets et d'excuses murmurées sur papier.
J'aurais dû me battre pour toi. Sanglotait-elle un après-midi. Alors qu'il triait les affaires du père dans le grenier poussiéreux. Parmi les costumes taillés sur mesure et les montres en or terni, ils trouvèrent un journal intime. Jauni par les ans. Où le vieil homme avouait, dans une écriture tremblante, sa propre lutte contre des désirs refoulés dans sa jeunesse. Il t'aimait. À sa façon tordue, murmura Héloïse. Et pour la première fois, Alexandre sentit une fissure dans son armure de rancune. Mais la maison, cette belle endormie, recelait d'autres secrets. Un soir, alors qu'Alexandre explorait les combles pour la première fois depuis son retour, il découvrit une trappe cachée derrière une bibliothèque. Poussant les volumes poussiéreux au Balzac, Proust, ces auteurs qui avaient jadis nourri ses rêves. Il souleva le panneau de bois et descendit dans une cave oubliée, éclairée par une unique ampoule vacillante. Là, entassés dans des caisses vermoulues, gisaient des documents, actes de propriété falsifiés, contrats signés à la va-vite, et une lettre d'un oncle éloigné, complice du père, qui avait manigancé pour détourner l'héritage vers des comptes offshore. La maison n'avait pas été simplement saisie, elle avait été volée. Délibérément. Pour punir Alexandre de son haut péché. La rage le submergea comme une vague. Et il remonta en trombe. Les poings serrés. Prêt à confronter le monde. C'est alors que Julien entra en scène. Non pas comme un sauveur de contes de fées, mais comme un complice dans la tempête. Alexandre l'avait appelé en pleurs. Et Julien avait débarqué à l'aube. Son sac à dos rempli de toiles et de pinceaux. Prêt à transformer la douleur en art. On va peindre sur ces murs, proposa-t-il. Ses yeux pétillants d'une détermination farouche. Ensemble, ils recouvrirent les fresques fanées du salon de couleurs vives, des arcs-en-ciel entrelacés de silhouettes enlacées. Des portraits d'amants anonymes sous la tour Eiffel. Et au centre, une effigie d'Alexandre et Julien. Main dans la main. Défiant les ombres du passé. Héloïse, d'abord hésitante, se joignit à eux, trempant un pinceau dans le bleu pour la première fois de sa vie. Riant aux éclats comme une jeune fille. Pourtant, le passé ne se laissait pas effacer si facilement. L'oncle, un homme au visage poupin et aux manières mielleuses nommé Bertrand, apprit le retour d'Alexandre par les ragots du quartier. Il surgit un midi, sous prétexte d'une visite de courtoisie. Mais ses yeux fuyants trahissaient ses intentions. Cette maison n'est pas pour les gens comme toi, cracha-t-il, feignant la compassion. Ton père voulait qu'elle reste dans la famille respectable. Les mots heurtèrent Alexandre comme des gifles, ravivant les braises de sa honte enfouie. Julien, sentant la tempête monter, s'interposa. Sa voix calme mais ferme, la famille. C'est ce qu'on choisit. Pas ce qu'on subit. Et ici, c'est notre choix. Bertrand repartit bredouille. Mais pas sans promettre des ennuis légaux. Des avocats aux dents longues prêts à contester l'héritage. La nuit qui suivit fut une épreuve de feu. Alexandre, tourmenté par les doutes, repoussa Julien. Murmurant des excuses larmoyantes, je ne veux pas te traîner dans mon chaos. Mais Julien, avec cette patience infinie qui le définissait, le serra contre lui sous les couvertures brodées de la chambre d'enfance d'Alexandre. Le chaos, c'est ce qui nous rend vivants, répondit-il, ses lèvres effleurant la tempe de son amant. Et ton amour,
C'est ma lumière. Dans l'obscurité, bercé par le tic-tac d'une horloge ancienne, ils s'aimèrent avec une urgence désespérée. Leurs corps entrelacés comme des racines cherchant la terre fertile. C'était plus qu'une étreinte, c'était une promesse. Un serment gravé dans la chair. Que rien ni le rejet, ni la perte, ni les chaînes du passé ne pourraient briser. Le lendemain, la bataille s'engagea pour de bon. Avec l'aide d'Héloïse, qui fouilla les archives familiales, et de Julien, qui contacta une association LGBT+ militante. Alexandre réunit les preuves, faux, détournements, et même des témoignages de domestiques anciens. Les avocats arrivèrent. Des femmes et des hommes au regard d'acier, prêts à défendre non seulement la maison, mais l'âme d'un jeune homme brisé. Les audiences au tribunal de Paris furent un calvaire. Bertrand, rouge de fureur, accusa Alexandre d'immoralité, invoquant des lois oubliées et des préjugés tenaces. Mais à chaque coup, Alexandre se redressait, sa voix gagnant en force, soutenu par le regard fier de Julien assis au premier rang, et les larmes discrètes d'Héloïse. Au cœur de cette tourmente, l'amour entre Alexandre et Julien fleurit comme une rose dans le béton. Il volait des moments dans les jardins du Luxembourg, où Julien esquissait des portraits d'Alexandre sous les feuilles automnales, ou dans les bistrots enfumés de Saint-Germain, où il dansait sur des airs de Piaf, indifférent au regard curieux. Tu m'as sauvé, confia un soir Alexandre, alors qu'il longeait la Seine illuminée. Non. Tu t'es sauvé toi-même, corrigea Julien, l'embrassant sous les arches du pont des Arts. Je suis juste le chanceux qui t'accompagne. Ces mots, simples et vrais, étaient un antidote au poison du rejet. Rappelant qu'aimer, c'était résister, créer, renaître. Les mois passèrent en un tourbillon de papier jauni et de nuits blanches. Mais la justice, lente mais inexorable, finit par pencher en leur faveur. Bertrand, acculé par les preuves irréfutables, capitula dans un dernier sursaut d'orgueil, signant les documents qui restituaient la maison à Héloïse et par extension à Alexandre. Le jour du verdict, sous un soleil timide de printemps, Alexandre se tint devant le tribunal, Julien à ses côtés. Et pour la première fois, il se sentit entier. La maison, cette forteresse jadis imprenable, s'ouvrait désormais comme un havre, repeinte de couleurs vives et peuplée de rires. Héloïse, transformée par cette victoire, organisa une fête modeste mais chaleureuse, des amis de l'association, des voisins curieux, et même une cousine lointaine qui avait toujours suspecté les manigances familiales. Au milieu du salon, sous le lustre rutilant, Alexandre leva un verre de champagne. À la famille qu'on choisit. Toastait-il, sa voix claire et assurée. Julien, à ses côtés, lui serra la main. Et dans ce geste, se scella leur avenir, un appartement au dernier étage de la maison, transformé en atelier pour Julien. Et un futur où l'amour n'était plus un secret, mais une lumière éclatante. Pourtant, la vraie fin n'était pas dans les murs de pierre, mais dans le cœur d'Alexandre. Debout sur le balcon un soir d'été, regardant les lumières de Paris scintiller comme des étoiles tombées, il se tourna vers Julien. « Je t'aime » murmura-t-il. Les mots enfin libérés. Sans peur ni ombre. Et Julien,
avec un sourire qui illuminait la nuit. Répondit, et moi. Je t'ai toujours aimé. Dans cette maison rendue. Volée puis reconquise. Ils bâtirent non pas un refuge contre le monde, mais un pont vers lui, un témoignage que l'amour, vrai et indomptable, triomphait des rejets les plus cruels, semant des graines d'espoir pour tous ceux qui osaient aimer. La vie dans la maison reconquise s'organisait comme un puzzle aux pièces enfin assemblées. Alexandre, libéré de son uniforme de livreur, avait trouvé un emploi dans une petite librairie du quartier latin, entouré de volumes qui parlaient d'amour défendu et de révolutions intimes. Chaque matin, il descendait l'escalier en spirale, saluant Héloïse qui, revigorée, avait repris ses cours de peinture dans un atelier du Marais. Julien, quant à lui, transformait le grenier en un sanctuaire créatif. Ses toiles éclaboussant les poutres de rouge et d'or, capturant l'essence de leur histoire dans des abstractions tourbillonnantes. Mais le bonheur, si longtemps nié, portait en lui les germes de l'incertitude. Une lettre arriva un automne pluvieux. Cachetée d'un sceau officiel, une invitation à une commémoration pour le père d'Alexandre, organisée par une fondation familiale. Pour clore le chapitre, y lisait-on. Mais Alexandre y voyait un piège tendu par les fantômes. Julien, sentant son trouble, insista pour l'accompagner. On affronte ça ensemble, dit-il, ses doigts entrelacés aux siens comme un serment. La cérémonie, dans une chapelle discrète près de Notre-Dame, fut un théâtre d'hypocrisie, cousins en costume sombre murmurant des condoléances vides. Et Bertrand, exilé dans un coin, le regard venimeux. C'est là, au milieu des chants grégoriens étouffés, qu'Alexandre croisa le regard d'un homme qu'il croyait oublié, Marc. Son premier amour. Ce camarade de lycée au sourire espiègle qui avait allumé la mèche de son coming out. Marc. Maintenant trentenaire. Élégant dans un manteau de laine grise. S'approcha après la messe. Sa voix chaude comme un souvenir. Je n'ai jamais oublié ce baiser. Alex. Ni la nuit où tout a basculé. Les mots frappèrent comme un éclair, ravivant des braises qu'Alexandre croyait éteintes. Julien, observant de loin, sentit une pointe de jalousie. Non pas possessive, mais humaine, le rappelant que l'amour était un terrain miné de vessie. La soirée qui suivit fut tendue. De retour à la maison, Alexandre confia tout à Julien. Les détails crus de cet été volé. Les caresses maladroites dans les parcs sombres. La peur partagée qui les avait unis puis séparés. Julien écouta, le cœur serré. Puis, au lieu de la colère, il offrit un rire doux. Il fait partie de toi. Comme une page tournée. Mais moi, je suis le chapitre que tu écris maintenant. Ils s'aimèrent cette nuit-là avec une tendresse renouvelée, leur corps explorant les contours d'une intimité plus profonde, où la vulnérabilité devenait force. Pourtant, Marc ne s'effaça pas si aisément. Il réapparut sous forme de message discret. Invitation à un café ou pour discuter du passé. Et Alexandre, curieux malgré lui, accepta une fois. Puis deux. Ces rencontres, anodines en surface, rouvraient des failles. Marc parlait de regrets. De sa vie rangée dans une banlieue propre. D'un mariage hétéro qu'il assumait à moitié. J'ai fui ce que tu as embrassé, avouait-il, les yeux baissés.
Alexandre rentrait de cet tête-à-tête avec un malaise diffus. Se sentant comme un pont entre deux mondes. Tiraillé entre la sécurité du passé et l'audace du présent. Julien, loin d'être dupe, choisit la confrontation douce. Un soir, après un dîner aux chandelles préparé par Héloïse, des escargots et du Bordeaux pour célébrer une toile vendue, il attira Alexandre sur le balcon. « Je ne te retiens pas prisonnier, » dit-il, la voix brisée par l'émotion. « Mais si tu doutes, dis-le. L'amour sans vérité est une cage. » Alexandre, les larmes aux yeux, s'effondra dans ses bras. C'est toi. Toujours toi. Marc est un écho. Pas une symphonie. Leur baiser. Sous les étoiles parisiennes. C'est là une promesse, celle d'honnêteté radicale. Où chaque doute serait nommé. Chaque peur partagée. Héloïse, témoin silencieuse de ses tourments, devint une alliée inattendue. Ayant rejoint un groupe de soutien pour parents d'enfants LGBT. Elle revint un jour avec des histoires d'autres familles brisées et recollées. Ton père avait ses démons. Mais toi, tu as le courage qu'il n'a jamais eu. Lui dit-elle un matin. En servant le café dans la cuisine baignée de soleil. Inspirée, elle proposa d'organiser un atelier d'art thérapeutique dans la maison, invitant des jeunes comme Alexandre à peindre leurs cicatrices. Julien sauta sur l'idée. Et bientôt, le salon résonnait de rires et de pinceaux trempés. Un havre où les couleurs guérissaient ce que les mots ne pouvaient. Mais le destin, capricieux, réservait encore une épreuve. Une exposition de Julien à la Galerie du Louvre des Arts Décoratifs approchait. Et parmi les œuvres phares figurait un diptyque inspiré de leur histoire, exil et retour. 2 toiles massives où des figures enlacées défiaient des tempêtes grises. Les critiques acclamèrent. Mais un article anonyme soupçonné d'être de Bertrand insinua que l'œuvre était un plaidoyer sentimental pour des vices contemporains. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Des commentaires haineux pleuvant comme une averse acide. Julien, habitué aux attaques, vacilla pour la première fois, doutant de sa voix artistique. Alexandre, voyant l'homme qu'il aimait plié sous le poids du monde, prit les rênes. Il écrivit une réponse publique, un essai poignant sur le site de la galerie, mêlant son propre exil à la résilience de l'art queer. L'amour n'est pas un vice, c'est la révolution la plus douce, concluait-il. Les soutiens affluèrent, artistes, activistes, et même Héloïse, qui organisa une lecture à voix haute dans le jardin de la maison. La foule, diverse et vibrante, transforma l'événement en un manifeste vivant, où les voix brisées s'unissaient en chœur. Au milieu de ce tumulte, leur amour s'approfondit, passant de la passion flamboyante à une tendresse ancrée. Ils adoptèrent un chat errant trouvé sous la pluie, un félin gris aux yeux jaunes nommé Lumière, et passèrent des dimanches paresseux à lire Proust à haute voix, riant des phrases interminables. Alexandre, inspiré par Julien, commença à écrire des nouvelles sur des amours volés dans les ruelles de Paris, publiées dans une revue underground. Tu me fais exister, lui glissa-t-il un soir, alors qu'il dansait nu dans le salon. La musique de Édith Piaf flottant comme un voile. L'hiver arriva, drapant la ville d'un manteau blanc. Et avec lui, une nouvelle menace, la santé d'Héloïse se dégrada. Un rhume persistant se transforma en pneumonie, l'emportant à l'hôpital Necker dans un tourbillon de fièvres et de machines. Alexandre et Julien veillèrent à son chevet, main dans la main.
récitant des poèmes pour la réconforter. Je suis fier de toi. Mon fils, murmura-t-elle un jour, serrant la main de Julien comme celle d'un second enfant. Sa guérison, lente mais miraculeuse, fut un rappel, la famille, tissée de sang et de choix, était plus forte que la maladie. Le printemps fleurit tard cette année-là, comme s'il hésitait à embrasser Paris après un hiver si rude. La maison, désormais un phare pour la communauté, bourdonnait d'activités, ateliers d'écriture pour jeunes queers, soirées projection de films indépendants, et même un petit café improvisé dans le jardin, où le thé mint à la menthe se mêlait aux confidences. Alexandre, fort de son essai viral, fut invité à parler lors de la marche des fiertés. Une première qui le terrifia autant qu'elle l'excita. Parle de nous, l'encouragea Julien, ajustant son foulard arc-en-ciel. Parle de l'amour qui reconquiert. La marche fut un raz-de-marée d'émotions, bannières flottant au vent. Chants rebelles. Et des corps enlacés défiant les regards torves. Alexandre, micro en main sur une estrade improvisée place de la Bastille, raconta son histoire sans filtre le rejet paternel. La bicyclette comme salut. La maison volée rendue par l'amour filial et romantique. La foule rugit, des larmes coulant sur des milliers de visages. Et Julien, dans la mêlée, sentit son cœur gonfler de fierté. Ce soir-là, ils célébrèrent sur les toits de Belleville, dansant jusqu'à l'aube avec des inconnus devenus amis. Mais au sein de cette euphorie, une ombre planait, Bertrand, non content de ses défaites passées, ourdissait un nouveau complot. À travers un cabinet d'avocats véreux, il contesta la validité de la donation d'Héloïse, arguant d'une incapacité mentale due à son récent malaise. Les audiences reprirent. Plus vicieuses encore, avec des experts mandatés pour disséquer la vie d'Héloïse comme un insecte sous verre. Alexandre, épuisé par les dépositions, douta pour la première fois de sa victoire. Et si on perd tout à nouveau, confia-t-il à Julien une nuit, blotti contre son torse. Julien, avec sa sagesse instinctive, transforma la peur en action. Il mobilisa son réseau artistique, des galeristes influents, des mécènes progressistes, et même une célébrité locale. Une actrice lesbienne qui témoigna publiquement en faveur d'Héloïse. La famille n'est pas un contrat, c'est un cœur battant, déclara-t-elle lors d'une conférence de presse relayée par Le Monde. L'opinion publique bascula. Et Bertrand, isolé dans sa tour d'ivoire de haine, se vit contraint d'abandonner. Son empire de mensonges s'effondrant comme un château de cartes. Libéré de cette épée de Damoclès, Alexandre et Julien tournèrent une page décisive. Ils décidèrent d'officialiser leur union lors d'une cérémonie civile discrète à la mairie du VE arrondissement. Entouré d'Héloïse, de Lumière le chat en cravate ridicule, et d'une poignée d'amis triés sur le volet. Les vœux d'Alexandre furent simples. Poignant, tu m'as appris que l'amour n'est pas une fuite, mais un ancrage. Julien, les yeux humides, répondit, et toi? Tu m'as montré que les cicatrices sont des cartes au trésor. Le baiser qui scella leur engagement fut applaudi. Et Paris, indifférente en apparence, sembla cligner des yeux en signe d'approbation. L'été les trouva en voyage. Un périple en train à travers la Provence, où les champs de lavande s'étendaient comme un tapis violet sous le soleil. Ils s'arrêtèrent à Arles, visitant les arènes romaines, et à Avignon, dansant sur le pont du Palais des Papes.
Ces jours de liberté purent guérir les dernières fissures, Alexandre rit aux éclats quand Julien essaya d'improviser un pique-nique avec des fromages volés. Et Julien pleura de joie en voyant Alexandre nager nu dans une rivière secrète. C'est ça. La vie, murmura Alexandre, flottant sur l'eau tiède. Recommencer. Sans fin. De retour à Paris. La maison évolua encore. Héloïse, grand-mère d'esprit sinon de sang, initia un fonds pour jeunes exilés LGBT. Financé par les ventes des toiles de Julien. Alexandre, désormais conférencier occasionnel, voyageait dans les lycées, racontant son histoire pour semer des graines de tolérance. Et Julien, au sommet de sa carrière, exposa à Berlin, emmenant Alexandre comme muse vivante. Leur amour, jadis fragile comme un colis mal emballé, était devenu une œuvre d'art indestructible, exposée au grand jour. Pourtant, la kermesse de l'existence réservait toujours des surprises. Un appel tardif. Une nuit d'automne. Les tira du lit, Marc. Effondré. Confessa son propre coming out forcé. Son mariage dissous. Sa solitude béante. Alexandre, sans hésiter, l'invita à la maison. On n'oublie pas. On guérit ensemble, dit-il. Marc arriva. Brisé mais reconnaissant. Et au fil des semaines, il trouva sa place non comme rival, mais comme allié. Peignant aux côtés de Julien des fresques collectives. Hiver revint. Plus clément. Enveloppant Paris d'une neige fine qui adoucissait les angles de la ville. La maison, chaleureuse avec ses cheminées crépitantes, devint un refuge pour d'autres âmes errantes, un adolescent fugueur du nord de la France. Une transgenre en transition originaire de Marseille. Et un couple d'immigrés queer d'Afrique de l'Ouest. Alexandre et Julien. Mentors improvisés. Organisaient des dîners où les histoires se croisaient comme des rivières, formant un delta d'empathie. Héloïse, reine incontestée de la cuisine, régalée de pot-au-feu et de tarte aux pommes. Ses rires chassant les ombres. Mais au milieu de cette harmonie, un conflit intérieur frappa Alexandre. Invité à un festival littéraire à Lyon, la ville natale de Julien, il se retrouva face à un public sceptique. Des intellectuels qui disséquaient son récit comme une curiosité sociologique. N'est-ce pas romantiser la souffrance, lança un critique acide. Alexandre, piqué au vif, balbutia d'abord. Puis trouva ces mots, la souffrance n'est pas romantique, elle est réelle. Mais l'amour qui en sort, lui, est une poésie vivante. Julien, dans la salle, applaudit le plus fort. Et ce soir-là, dans un hôtel surplombant la Saône, ils célébrèrent avec une bouteille de Côte du Rhône, leur corps se redécouvrant dans la lumière tamisée. Le retour à Paris apporta une joie inattendue, Héloïse annonça ses fiançailles avec un veuf charmant rencontré à l'atelier. Un ancien professeur de littérature aux yeux pétillants. Le mariage, une affaire simple au jardin du Luxembourg, fut un festin d'émotions. Alexandre, témoin, prononça un discours qui fit pleurer les invités, l'amour arrive quand on s'y attend le moins. Et il guérit ce qu'on croyait irrémédiable. Julien, à ses côtés, murmura, comme nous. La lune de miel d'Héloïse en Toscane inspira le couple, ils partirent à leur tour. En Grèce, où les îles Cycladiques offraient un bleu infini pour laver les dernières scories du passé. De retour,
Julien lança un projet ambitieux, un mur mural géant sur un bâtiment abandonné du 13e arrondissement. Une fresque collective célébrant les histoires queer parisiennes. Alexandre coordonna les volontaires. Et bientôt, des dizaines de mains jeunes, vieilles, de toutes couleurs peignirent des portraits vivants, un baiser sous la pluie. Une bicyclette chargée d'espoir. Une maison aux portes grandes ouvertes. L'inauguration. Sous les flashs des médias. Fut un triomphe. Et Bertrand, apprenant la nouvelle par la presse, envoya enfin une lettre d'excuse laconique. Un pas timide vers la rédemption. L'été les trouva en festival. Un Woodstock moderne aux abords de la Loire. Où la musique et l'amour libre pulsaient au rythme des tambours. Alexandre et Julien dansèrent jusqu'à l'épuisement. Leurs corps collés dans la foule. Indifférents à la sueur et au regard. C'est éternel. Ça. Halta Alexandre. Essoufflé. Julien, riant, répondit, plus que Paris elle-même. Automne apporta la maturité, Alexandre publia un recueil de nouvelles. Maison volée. Qui grimpa dans les classements. Touchant des milliers de cœurs. Julien exposa à New York. Emmenant Alexandre pour un voyage qui scella leur partenariat comme une œuvre globale. Et Héloïse. Enceinte miraculeusement à 55 ans d'un projet d'adoption. Prépara une nurserie dans la maison. Un cercle vertueux de vie nouvelle. Les années glissèrent comme les pages d'un livre bien aimé. Usez mes chéris. Alexandre, à 27 ans, avait troqué la bicyclette pour un bureau dans une fondation dédiée aux droits LGBT. Voyageant à travers l'Europe pour plaider des causes. Julien. Son atelier devenu une galerie coopérative. Formait de jeunes talents. Infusant l'art d'une sensibilité queer qui rayonnait. Héloïse. Grand-mère adoptive d'une petite fille nommée Léa. Emplissait la maison de babillage et de comptines. Son bonheur contagieux pansant les dernières blessures. Un Noël. Sous un sapin orné de guirlandes arc-en-ciel. Alexandre surprit Julien avec un cadeau inattendu, les titres de propriété de la maison. Signés à son nom. C'est nôtre. Pour toujours. Murmura-t-il. Julien, ému aux larmes, l'embrassa avec ferveur. Et la nuit fut un feu d'artifice d'amour. Leurs promesses se mêlant aux flocons dehors. Mais la vie, fidèle à sa danse imprévisible, testa encore leur lien. Une offre tentante arriva pour Julien, un poste de professeur d'art à Londres. Avec une bourse royale. C'est une chance, dit-il, hésitant. Alexandre, le cœur serré, envisagea le sacrifice, va. Et je te rejoindrai les week-ends. Les mois suivants furent un supplice de séparation. Train de nuit et appel vidéo. Où l'absence aiguisait le désir mais usait l'âme. Lors d'une visite à la Tate moderne. Julien réalisa, Paris est notre toile, sans toi. Elle est incomplète. Il démissionna. Rentrant avec une valise pleine de regrets et un amour renforcé. Le printemps les récompensa, Léa. Adoptée officiellement. Trottina ses premiers pas dans le salon. Et la famille élargie en marque inclus. Maintenant en couple stable se réunit pour un pique-nique au bois de Boulogne. Les rires fusèrent. Chassant les échos du passé. Et Alexandre, observant Julien jouer avec l'enfant, sut que le bonheur était cette simplicité, des mains liées. Des histoires partagées. Un foyer bâti sur les ruines. Été les porta à la mer. En Bretagne.
où les vagues rugissaient comme des hymnes à la liberté. Ils nagèrent nus dans l'océan Atlantique. Leur corps libre sous le ciel vaste, et firent l'amour sur le sable. Le sel mêlé aux larmes de joie. Je t'aime plus que les mots, souffla Alexandre. Julien. Le soleil dans les cheveux. Répondit, et moi. Plus que l'art. Automne. Avec ses feuilles d'or. Vit la fondation d'Alexandre s'étendre, un centre d'accueil dans le Marais. Nommé un maison retournée. Pour les exilés comme lui. L'inauguration. Avec discours de Julien et câlin de Léa. Fut un moment de plénitude. Où le passé se muait en legs. À 30 ans. Alexandre se regardait dans le miroir de la salle de bain. Notant les rides fines au coin des yeux, marque d'un rire retrouvé. D'une paix conquise. Julien. À ses côtés. Peignait son portrait en secret. Capturant non pas la jeunesse fanée, mais l'éclat d'une âme accomplie. Héloïse. Aïeule rayonnante. Publia un mémoire sur la rédemption familiale. Un best-seller modeste qui toucha des cœurs brisés. Un défi surgit, une loi régressive en débat au Parlement. Menaçant les droits acquis. Alexandre mena la charge. Pétition et manifestation. Julien illustrant les affiches d'images poignantes. Leur union. Pilier inébranlable. Inspira des milliers. Et la loi fut repoussée dans un vote historique. Hiver les trouva en retraite. Dans une cabane normande louée. Où ils cuisinèrent des crêpes et lurent à voix haute. Lumière ronronnant à leurs pieds. C'est le vrai luxe, dit Julien. Alexandre acquiesça, toi et moi. Contre le monde ou avec lui. Printemps apporta une grossesse surprise pour un couple d'amis. Et la maison devint nurserie collective. Un réseau de soutien tissé d'amour. Léa. Grande sœur espiègle. Initia les nouveau-nés à l'art. Barbouillant de peinture leurs joues. Été. Un road trip en van à travers la France rurale. Où ils découvrirent des villages oubliés. Des histoires locales de résistance queer. Chaque arrêt était une leçon, l'amour fleurissait partout. Tenace comme le thym sauvage. Automne. Julien reçut un prix prestigieux. Et Alexandre prononça l'éloge, il peint non pas le monde tel qu'il est, mais tel qu'il pourrait l'être avec nous au centre. La standing ovation fut pour eux deux. 40 ans passèrent en un clin d'œil. Paris inchangé dans son éternelle élégance. Mais Alexandre et Julien. Cheveux grisonnants. Corps marqué par le temps. Incarnaient une beauté mûre. Profonde. La maison. Musée vivant. Abrité expositions et ateliers. Un phare pour générations futures. Héloïse. Partie paisiblement à 70 ans. Avait légué son esprit espiègle à Léa. Maintenant artiste engagé. Un cancer frappa Julien. Un ennemi sournois qui s'infiltra comme une ombre. Alexandre. Soignant avec une tendresse infinie. Refusa la défaite, chimiothérapie. Herbe de Provence. Et amour comme meilleur remède. Julien. Faible mais vaillant. Peignit jusqu'au bout. Une série éternelle où leurs portraits s'entremêlaient dans des couleurs immortelles. La rémission vint. Miraculeuse. Célébrée par un voyage à Kyoto. Où les cerisiers en fleurs symbolisèrent leur renaissance. On a gagné encore. Murmura Julien. Main dans la main sous la pluie de pétales. Léa. Mariée à une violoniste talentueuse. Donna naissance à des jumeaux.
Et la maison résonna de nouveau de vie. Alexandre et Julien. Grand-père fier, racontaient des histoires au coin du feu. Leurs voix chevrotantes portant l'écho de leur jeunesse. Un automne. Face à la mer Méditerranéenne. Alexandre demanda, répète-le. Une fois de plus. Julien. Sourire éternel. Répondit, je t'aime. Plus que tout. 60 ans les virent grand-père comblé. Entouré d'une tribu bigarrée, enfants adoptifs. Neveux spirituels. Une mosaïque d'amour tissée. La maison. Classée monument historique pour son mur mural préservé. Attirait pèlerins et curieux. Un témoignage vivant de résilience. Un soir d'hiver. Alors que la neige dansait dehors. Julien s'éteignit doucement dans les bras d'Alexandre. Un sourire aux lèvres. Une toile inachevée sur le chevalet. Continue pour nous. Murmura-t-il. Alexandre. Cœur brisé mais entier. Enterra son amour au Père-Lachaise. Sous un cerisier. Et transforma la douleur en legs, une fondation élargie. Des bourses pour artistes queer. Des livres traduits en 10 langues. Des années encore. Alexandre vécut. Écrivant. Enseignant. Aimant à sa façon les souvenirs comme amant fidèle. À 90 ans. Assis sur le balcon. Il contempla Paris. Murmurant, merci pour cette maison. Cet amour. Cette vie.